Je suis responsable de la librairie Calvin, qui est co-organisatrice avec la librairie Oberlin de Strasbourg et la médiathèque protestante du Stift de cet événement, de cette journée. Donc nous allons commencer avec une première table ronde qui concernera la fabrique de l'identité anabaptiste ménonite au cours de l'histoire. Et pour ce faire, nous avons donc deux historiens spécialistes. Le premier à ma gauche, c'est Neil Blue, qui a été donc toute sa carrière professeur d'histoire de l'Église à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, qui est un spécialiste de la genèse de l'anabaptisme. Et puis à ma droite, Claude Bécher, qui est aussi pasteur, théologien et historien spécialiste de l'anabaptisme. Donc ils ont tous les deux écrit un certain nombre d'ouvrages. Je vous en présente quelques-uns que je vous conseille au passage. Donc Neil Blue a écrit une synthèse vraiment efficace de l'histoire des Ménonites, de l'origine jusqu'à aujourd'hui. C'est un tour de force et toutes les informations essentielles y sont. Ça s'appelle Ménonites d'hier et d'aujourd'hui. Et son livre de référence qui s'appelle Les révoltés de l'Évangile et qui se concentre sur vraiment le tout début de l'anabaptisme, la guerre des paysans et la figure de Balthazar Hubmaier. Donc c'est un livre de référence en français. Ensuite, Claude a donc écrit un livre sur une des figures les plus attachantes du début du mouvement, qui est Michael Sackler, qui a été accueilli à Strasbourg d'ailleurs, qui est un des principaux pères et théologiens de l'anabaptisme, donc une figure à découvrir. Et puis un ouvrage de synthèse, Témoin de la foi des anabaptistes aux évangéliques, avec Alfred Kuhn, qui est un théologien et un pasteur bien connu à Strasbourg. Voilà, donc je vais commencer par interroger Neil sur une première question au sujet de la naissance de l'anabaptisme. Donc, on retient en général comme date inaugurale le 21 janvier 1525. Et c'est cette date qui est généralement sert d'acte de naissance de ce mouvement, de cette tradition chrétienne. Est-ce que Neil, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe le 21 janvier 1525 de si décisif pour la suite? Merci Stéphane. Bon, je vais essayer parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Il y a beaucoup d'arrière-plan à cet événement de janvier 1525. Donc je vais me focaliser sur la réforme à Zurich. C'est là où les baptêmes ont lieu, en janvier 1525. Mais donc à Zurich arrive en 1519 Ulrich Zwingli, prêtre catholique. Il était à Einsiedeln et puis très influencé par Erasme, embauché comme pasteur donc à Zurich, dans une des églises. Et donc il y a aussi, à ce moment, il y a tout ce qui se passe autour de Luther. Et il y a un mouvement de réforme qui va naître donc dans la ville de Zurich. Donc Zwingli, influencé par Erasme et un peu plus tard par Luther, va rassembler autour de lui un groupe de personnes. Et parmi ces adeptes, il y a des jeunes zurichois, humanistes si on veut, érasmiens, qui deviendront plus tard les premiers anabaptistes. Et dans ces premières années, il y a beaucoup d'idées qui circulent. Il y a le débat sur les sacrements, donc entre Luther et Zwingli, mais il y a aussi des débats sur le baptême, j'y reviendrai rapidement. Il y a aussi Luther qui propose que c'est à la communauté locale de choisir son pasteur, donc une localisation de la responsabilité. Il y a aussi une critique des dîmes ecclésiastiques très forte par Zwingli, et toutes ces idées circulent. En 1523, il y a la première, on appelle ça une dispute, où Zurich va se détacher de l'Église catholique romaine sous l'égide du conseil municipal de Zurich. Et ça sera un des points de désaccord qui vont grandir. Il y a une deuxième dispute en octobre 1523 autour des statues, des images dans les églises. Donc on est dans le début de la tradition réformée qui est un peu iconoclaste. Et aussi autour de la messe. Disons, si on veut changer la théologie de la messe, il faut aussi changer la liturgie.
Et à ce moment-là, on décide qu'il faut changer. Mais Zwingli donne ce pouvoir au conseil municipal. Donc ça, c'est un des premiers désaccords de ces adeptes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la réforme est sous l'égide du pouvoir politique. Et donc là, on a les débuts de la question de séparation de l'Église et d'État. Et petit à petit, des tensions vont émerger et vont se cristalliser autour de la question du baptême. En 1523, Zwingli était prêt à discuter disons, la question du pédobaptême. Faut-il ou doit-on baptiser les petits-enfants ? Il était ouvert à ce débat, mais petit à petit, il va se fermer, et ceux qu'on va appeler anabaptistes vont s'accaparer de cette théologie du baptême des croyants. Et c'est aussi, il faut placer ça dans le contexte du désir d'une église qui n'est pas territoriale, mais une église qui est composée de ceux qui décident par la foi, donc la justification par la foi, qui veulent entrer dans l'église consciemment. Et cela, au XVIe siècle, n'est pas acceptable parce que l'église médiévale était, disons, très liée à l'État, et les églises luthériennes et réformées le seront aussi. Et donc, le baptême est vu comme un acte de sédition. Et donc, petit à petit, avec la tension, ceux qu'on va appeler anabaptistes vont procéder au premier baptême le soir disons, de 21 janvier 1525 dans la maison de Félix Manz. Il y a là une bande dessinée qui raconte l'histoire de Félix Manz. Et donc, très rapidement, ces personnes sont expulsées de Zurich et iront ailleurs, en Suisse et dans le sud de l'Allemagne. Donc, le baptême comme un geste à la fois religieux, spirituel, avec des implications politiques, ecclésiologiques et politiques très importantes. Alors, on sait que le mouvement anabaptiste, à partir de 1525, est quand même quelque chose de très foisonnant, de bouillonnant, de divers, aussi de fluide entre différentes tendances, et il va se structurer progressivement, et un texte va particulièrement être important dans cette structuration de l'anabaptisme. C'est ce qu'on appelle l'entente fraternelle de Schleitheim. C'est un texte décisif, fondateur. Est-ce que, Claude, tu peux nous donner quelques éléments sur ce texte, ses rédacteurs, son contenu ? Oui, 1527, premier synode dans le protestantisme, premier synode où un certain nombre de croyants ne voient plus la possibilité de développer leur vision initiale, on l'appellera d'un congrégationalisme non séparatiste. Même Michel Sattler, qui était certainement l'une des chevilles ouvrières de la rédaction de cette confession de foi de Schleitheim, Schlatt am Randen, souvent les anabaptistes se réunissaient entre deux juridictions comme ça, quand la police d'un endroit venait, ils pouvaient aller de l'autre côté. Ce que je voudrais dire ici, c'est un congrégationalisme non séparatiste. On a pour preuve Michel Sattler en dialogue avec Capiton et Bucer, ici, en 1526, c'est une année avant. Il espère encore, parce que tout était en devenir, il n'y avait pas encore les dénominations figées, tout était en devenir, et il a essayé de rendre les Strasbourgeois à l'époque conscients qu'il y a une prise de position où on se refuse, dans sa vision à lui, de pratiquer le baptême sur profession personnelle de la foi, ce qui est le baptême dit anabaptiste. Schleitheim 1527, c'est un dernier effort parce qu'il n'y avait pas d'autres options politiques de réformation de type anabaptiste où leur tête était mise à prix. 1527, Strasbourg aussi, bien que ce soit l'une des villes les plus tolérantes de l'époque. Zurich était beaucoup plus criminel, vu d'un point de vue anabaptiste. Berne va suivre. 1527, c'est un lieu de cristallisation
où l'option d'un congrégationalisme non séparatiste disparaît. Il reste donc plus que le mode de survivance d'une communauté hétéroclite, parce que il y a là avec des gens avec des convictions différentes sur certains points. Je viendrai encore à un point qui me semble important. D'où vient le nom Wiedertäufer, anabaptiste? Ça vient du 5e, 6e siècle après Jésus, et donc dans le code du Saint-Empire romain germanique, le code de Justinien, sont mis à mort quiconque rebaptise, sont rebaptisés ou hébergent des rebaptiseurs. Ça date de l'Afrique du Nord et des donatistes. Donc dire et réutiliser le mot anabaptiste, c'est comme ouvrir un gros sac poubelle destiné à l'incinération. Je m'excuse pour l'image, mais je crois qu'il est important de savoir que quand on utilise ce label, on fait recours à un code juridique de mise à mort. Les protestants qui contestaient normalement le poids de la tradition par rapport à la révélation biblique se retrouvent en train de réutiliser à un moment donné de leur évolution un code traditionnel juridique de la chrétienté. Je ne parle pas du christianisme. 5e, 6e siècle, c'est l'Empire romain qui souhaite une unité de religion pour pouvoir exercer un certain contrôle. Ça, c'est important de le garder en mémoire parce que dans l'anabaptisme, et tous les spécialistes, dont certains sont présents ici, savent qu'il y a différents courants, dont des gens qui utilisaient les moyens de violence pour faire avancer la justice, des illuminés qui étaient contre le baptême des nourrissons, mais pas pour le rebaptême, et que certains réformateurs appelaient catabaptistes, contre le baptême. Donc vous voyez ce que je veux dire? L'utilisation lui-même de ces mouvements hétéroclites pour désigner les anabaptistes nous donne l'illusion qu'ils sont une unité, alors qu'à l'intérieur même des anabaptismes, ils ne se reconnaissaient pas nécessairement de la même réformation. Et assez vite, dès le début, par exemple, une lettre de Conrad Grebel à l'idéologue de la guerre des paysans qui s'appelait Thomas Münzer, protestait déjà en 1524, donc avant les grands massacres, et puis la fin de cette utopie extraordinaire qui était incarnée par des paysans, des artisans et de la bourgeoisie. Déjà en 1524, il y a eu séparation entre des gens qui utilisaient et préconisaient les moyens violents et les personnes qui étaient wehrlos, c'est-à-dire partisans d'une réformation non violente. Il y aura d'autres distanciations, comme par exemple l'illuminisme, où le Saint-Esprit dépasse ce qui est révélé dans l'Écriture. Il y a eu des courants comme cela. Il y avait eu des courants dits anabaptistes, mais qui étaient des spiritualistes, donc Schwenkfeld, etc. Il n'y a pas eu à l'intérieur une unité concertée et d'accord les uns avec les autres, à cause du label anabaptiste, ce sac poubelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc la confession de foi de Schleitheim va servir à structurer le mouvement plutôt pacifiste des frères suisses. C'est ça? Oui, j'ai fait une petite enquête et j'ai trouvé un document très intéressant pour vous le montrer. Il s'agit là d'un mode de fonctionnement de la catholicité anabaptiste, pardonnez-moi l'expression, du mode d'unité des familles anabaptistes lorsqu'elles ne pouvaient pas avoir recours à la force du magistrat, ce qu'elles ne voulaient pas non plus. Donc ils se réunissaient dans des vastes régions, ils se réunissaient avec des Hollandais, des gens de Moravie, des gens de Suisse, d'Alsace et de Lorraine, pour se mettre d'accord. Sur les points principaux qui les réunissaient. Ici, c'est des rencontres à Strasbourg en 1568 et 1607. Je voulais vous le montrer parce que c'est intéressant de voir comment on fonctionne quand il n'y a pas une autorité qui cautionne un fonctionnement comme par exemple les autorités de la ville ou les seigneurs locaux ou l'empereur ou le roi de France. C'est une pièce intéressante, sans doute que la police
zurichoise ou bernoise a rencontré des gens qui revenaient de cette rencontre et les colorisaient de surcroît. L'historien ou le sociologue Jean Segui en a livré le contenu en traduction française dans sa somme. Merci. Alors on va poursuivre un peu sur cette émergence de l'anabaptisme qui va se répandre, mais qui va aussi être grandement persécutée. Est-ce que éventuellement, Claude, tu peux nous donner les principales étapes de la persécution des frères suisses et de leur arrivée en France? Alors, ce type d'anabaptiste allait dans les lieux où il pouvait être toléré. D'abord, c'était un mouvement essentiellement urbain, aussi avec des intellectuels, et assez rapidement, ça devient un mouvement plutôt villageois autour des mégapoles de l'époque. Mais également, il y avait dans les terres hussites des lieux de refuge qui étaient la Moravie. Il y avait des seigneurs d'influence hussite qui voulaient protéger un certain nombre de mouvements anabaptistes. Donc c'était à l'époque tout le monde vers la Moravie. Et ensuite, il y a eu des évolutions. L'Alsace est de nouveau devenue une terre de refuge à cause de la sympathie de certains villageois vis-à-vis de feu nostalgie de la guerre des paysans et leur volonté d'une justice pratique qui pouvait s'appeler à l'époque justice de vie fraternelle. La tradition des martyrs, tout le monde a un martyr, tout le monde a des martyrs. C'est pas ce qui impressionne les anabaptistes. Même les idéologies grandes de toutes sortes de tendances ont eu leurs martyrs. Mais toutes les armées ont leurs martyrs. Hein. C'est pas ça qui est impressionnant. Ce qui est impressionnant, ce sont des gens qui sont mis à mort sans l'avoir mérité et sans avoir pris d'armes. Et c'est intéressant que les premiers lieux de grande tolérance de ces mouvements pacifiques et communautaires, c'était aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, parmi les Ménonites, c'est un nom de protection, Ménonite, sur l'incitation d'une princesse de Frise qui disait il ne faut pas tuer indifféremment, souvenez-vous du code de Justinien, tous les rebaptiseurs, ceux qui sont comme cet ancien prêtre qui s'appelait Simons Ménot de prénom, il faut les protéger. Et du coup, comme anabaptiste était un nom de dérision, on arrive ici à un nom de protection qui s'appelle ménonite, qui progressivement jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle, va être adopté dans nos régions ici. Alors, il est intéressant de voir que quand les historiens étaient tolérés, dans l'anabaptisme des Néerlandais, un effort extraordinaire a été fait de relever au courant des siècles tous les martyrs chrétiens qui n'ont pas pris les armes. Et ils ont écrit un gros livre qui s'appelle « Le miroir des martyrs », Der blutige Schauplatz, etc. Et il a été édité, traduit en allemand, et c'est finalement des États-Unis avant la Révolution française qu'ont été envoyés ici dans nos régions. On les trouve encore dans les vieilles fermes anabaptistes et dans les familles qui les ont conservées. Ce gros volume d'éducation à l'histoire et à la paix simultanément des jeunes des familles anabaptistes. Donc je reviens là-dessus, martyr oui, mais pas si on a pris le glaive. D'accord, donc tradition martyrologique, pacifiste dans l'histoire anabaptiste. Donc les anabaptistes se sont répandus partout. Aujourd'hui, si on prend une carte du monde, on a des ménonites partout, tant en Amérique du Sud, en Bolivie, au Mexique, en Amérique du Nord, en Indonésie, en Europe, en Afrique, en Russie, en Ukraine. Il y a des anabaptistes partout. Est-ce que la persécution a été la seule raison de leur migration, Neil, ou il y a eu d'autres facteurs à cette diffusion des ménonites sur la surface du globe? Je dirais que dans un premier temps, c'était la persécution. Déjà, Claude avait dit que c'est aux Pays-Bas qu'il y avait d'abord la tolérance, mais dans un premier temps, il n'y avait pas de tolérance. Et même en temps de Menno Simon, des ménonites sont partis vers l'Allemagne du Nord.
Et puis ensuite, autour de Danzig, qui était à l'époque donc la Prusse, de la Prusse, il y en a qui sont partis en Russie, plutôt dans la région de l'Ukraine d'aujourd'hui. Et puis, quand les Ménonites ou les Anabaptistes sont venus en Alsace ou au Palatinat, il y avait aussi des persécutions dans les cantons de Berne et puis de Zurich. Et puis, des Ménonites se sont déplacés. Au XIXe siècle, disons, une autre raison, c'est le désir de trouver, disons, la paix, un lieu où on peut vivre et un lieu où on n'est pas obligé de faire le service militaire. Et ça, c'était aussi une raison importante, disons, de partir. Et ce qui fait que donc les Ménonites, disons, après la Révolution, ont essayé de garder la non-violence, l'objection de conscience, mais pendant la période napoléonienne, on avait besoin de soldats, et donc les Ménonites étaient, disons, demandés comme soldats, et donc, je ne sais pas le nombre exact, mais on dit à peu près la moitié des Ménonites français, alsaciens, ont immigré vers l'Amérique du Nord. Mais c'est aussi la période où beaucoup d'Européens sont partis en Europe du Nord, donc il y a aussi des raisons économiques, je pense. Et puis le fait de trouver des Ménonites, en Amérique latine, ça aussi. Donc les Ménonites en Ukraine, en Russie, ont vécu, disons, il y en a qui sont partis à la fin du XIXe siècle, et puis pendant la Révolution russe, ils sont allés au Canada, ou ils sont allés au Paraguay, au Brésil. Et puis, dans les pays du Sud, c'est plutôt les efforts missionnaires qui ont commencé au XIXe siècle. Les Ménonites néerlandais étaient les premiers. Ils ont commencé un mouvement missionnaire à Java, mais avec des Ménonites russes et allemands, et puis avec un certain soutien financier des Français, et même aux États-Unis. Donc, il y a la persécution, l'économie, et puis les efforts missionnaires. Donc persécution, migration pour des raisons économiques, et puis mission, qui ont fait que cette famille spirituelle se retrouve aujourd'hui sur tous les continents. Alors quand on regarde un peu l'image des Ménonites dans la culture contemporaine, donc ils sont souvent signalés par des particularismes culturels, spirituels, religieux. L'une des familles anabaptistes ménonites peut-être les plus représentées dans les médias aujourd'hui, ce sont les Amish. Est-ce que, Claude, tu peux nous donner quelques éléments de la naissance du mouvement Amish et leur spécificité par rapport au reste des Ménonites? Oui, volontiers. La question de l'auto-marginalisation d'un mouvement. J'ai remarqué à l'intérieur même des familles anabaptistes, ménonites, les mouvements qui ont été traumatisés de manière répétitive par les autorités s'auto-marginalisent le plus. Les Amish peuvent être un exemple, mais également, quand vous regarderez les photos des Ménonites de Mexique ou de Bolivie, vous avez là des gens qui ont été dans le nord de l'Europe, chassés, traumatisés, qui partent vers l'Ukraine, qui après se font massacrer. Toute une génération a disparu là, massacrée par les mouvements bolcheviques et les mouvements non organisés du bolchevisme, se retrouvent après chassés pour aller ailleurs. C'est répété qu'ils ont la preuve que les autorités toutes sont maltraitantes. Et ce sont celles-là qui le plus vont s'isoler. Vous avez avec les Amish un peu la même chose. Regardez, en Alsace, vous êtes en 1690 et des poussières, arrive une vingtaine de familles chassées de canton de Berne et se retrouvent en contact, accueillis par des anabaptistes bourgeois, parce que quand on est chrétien et qu'on travaille, ça va bien sur le plan économique, généralement. Ils se retrouvent accueillis, mais voilà qu'ils ont l'habitude de la maltraitance dans les régions où le calvinisme avait du pouvoir,
et il se retrouve dans un endroit accueilli certes sur les terres du prince de Ribaupierre, qui accueillait largement et des huguenots et des anabaptistes depuis longtemps, et il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il y ait des reconnaissances mutuelles entre descendants de huguenots et anabaptistes bourgeois alsaciens. Parce qu'eux ont été persécutés par des réformés, ça c'est un point. L'autre point de raidissement, c'est qu'ils avaient à haute estime la simplicité chrétienne. Et donc, il fallait pas s'habiller avec de la soie et avec des choses inutilement... des manières de se montrer. C'est sur des points comme ceux-ci qu'il y a eu un contact et puis un désaccord entre les anabaptistes plus bourgeois alsaciens et puis ces personnes venant de la région de Thun, en Suisse. Ça, c'est pas un problème avec l'anabaptisme. Quand on se rencontre, on arrive à trouver des solutions. Avec le temps, en peu d'années, c'est fait. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'en 1712, l'un des grands pontes de la cour du roi de Louis XIV convoitait le quart de toutes les fermes qui appartenaient à des anabaptistes dans le Val de Sainte-Marie-aux-Mines, et il a trouvé un prétexte de rachat massif de ces fermes en disant qu'il n'était pas mentionné dans les textes de tolérance des mouvements religieux. 1712, ils vont donc dans les terres non françaises. Montbéliard, par exemple, qui venait de Wurtemberg, le principauté de Salm, dans certains villages, et puis dans les moulins retirés, etc. Et certains commençaient à aller vers les Pays-Bas et les premiers vers la Pennsylvanie. Voilà, je voulais juste vous en parler pour essayer de souligner le fait que voici un mouvement maltraité sur pas mal de générations dans le canton de Berne, arrive et manque de peau, c'est juste avant que le roi de France les expulse, alors on a une définition très pessimiste de ce que c'est qu'une autorité humaine, et nécessairement une séparation de mentalité qui doit s'opérer. Ils ont simplement codifié la tenue simple vestimentaire du XVIIIe siècle et ils l'ont reproduit en Pennsylvanie ou dans les autres régions où ils sont d'ailleurs pas malheureux et où ils se développent numériquement, quelque chose d'impressionnant. Alors ça je le souligne parce que c'est un phénomène qui est intéressant, qui dit plus sur la maltraitance subie que sur le choix nécessairement d'un repli du monde. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Neil, il est possible d'établir un peu des catégories ou une typologie des rapports des ménonites à la culture environnante? On sait par exemple qu'aujourd'hui, dans les églises ménonites hollandaises ou nord-américaines, il y a aussi des progressistes qui sont à la pointe, par exemple, des combats pour les minorités. Est-ce que c'est possible d'établir un peu un panorama des types de relations que les ménonites entretiennent aujourd'hui avec la culture ambiante? Question complexe, réponse simple, j'espère pas simpliste. Déjà, il y a la tension que vient d'évoquer Claude entre, disons, des anabaptistes qu'il appelait bourgeois, qui avaient l'habitude de vivre avec d'autres, d'avoir des contacts avec d'autres chrétiens, de s'intégrer plus dans la société, et ceux qui trouvaient que ce n'était pas une bonne chose et qui voulaient rester fidèles à la première tradition qui venait d'un état de persécution, de rester à l'écart. Et donc, je dirais ça, c'est une tension permanente dans l'identité anabaptiste ménonite, c'est l'acculturation jusqu'où. Et ça peut dire, disons, comment est-ce qu'on s'habille, quelle est la langue qu'on parle, quels sont les liens avec les uns et les autres. Hein. Et puis, on pourrait dire que, pour simplifier, en Europe, les anabaptistes ou les ménonites du Nord, des Pays-Bas et de l'Allemagne du Nord, sont plus influencés par le protestantisme libéral, et que ceux de la France, de la Suisse, de l'Allemagne du Sud ont été plus influencés par le piétisme. Hein. Et donc, voilà. Mais on s'entend, on se voit dans une même famille et on se parle. Je dirais, aux États-Unis et au Canada, vous trouverez probablement toutes les
tendance qu'on trouve dans le monde protestant, dans le monde évangélique, du plus conservateur, presque fondamentaliste, au plus ouvert progressiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une dizaine de dénominations mennonites en Amérique du Nord, sinon plus. Et puis il y a les plus traditionnalistes que les journalistes et disons, on s'intéresse surtout aux mennonites du Mexique, de Bolivie, aux Amish. Disons, j'étais dans le centre mennonite de Paris, on a une bonne bibliothèque et de nombreux journalistes et des gens qui voulaient faire des films sont venus se renseigner. Ils ne savaient pas qu'il y avait des mennonites en France. Et ils ne savaient pas qu'il y a des mennonites qui s'habillent comme Claude est habillé ou comme moi je suis habillé. Et les mennonites dans cette salle sont habillés. Je dirais que statistiquement, je pense que, disons, il y a une instance mondiale, la conférence mennonite mondiale, où 70% des mennonites, des anabaptistes dans le monde sont membres. Ceux du Mexique, de Bolivie, les Amish, ne sont pas dans la conférence mennonite mondiale. Et donc, ça fait quand même une coupure, même si il reste des liens et des contacts entre ces groupes. Voilà. Donc il n'y a pas que le folklore, il y a aussi d'autres aspects de la réalité mennonite aujourd'hui. Donc on va avancer jusqu'au XXe siècle pour terminer. Une des choses qui a été très très importante au XXe siècle, ça a été la volonté de rassembler cette famille anabaptiste ménonite dispersée sur la surface du globe, avec malgré tout des histoires, des traditions, parfois des langues quand même assez différentes, en cherchant à faire l'unité de ce mouvement. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Neil, quels ont été les instruments de cette réunion, donc de ces aujourd'hui qui représentent par exemple la conférence ménonite mondiale, donc tu dis 70%. Comment s'est fait un peu cette volonté de rassembler et d'unifier ces différents mouvements ménonites? Une première étape, c'est que au début du XXe siècle, la plus grande partie des Ménonites se trouve en Europe et en Amérique du Nord. Et il y a encore des liens de famille. Et probablement la majorité des Ménonites à cette époque parlaient encore l'allemand, ou un dialecte allemand. Et donc il y avait du va-et-vient entre les deux continents. Et puis il y avait le mouvement missionnaire, où il y avait une certaine collaboration qui créait des liens. Et puis il y avait la révolution russe, et la difficulté des Ménonites en Ukraine, beaucoup de souffrance, et ça a amené un mouvement d'entraide des Européens, des Nord-Américains, qui a créé une institution qu'on appelle le MCC, Mennonite Central Committee, ou Comité Central Ménonite, qui est un des instruments. Et puis il y avait le début de ce qu'on appelle la conférence ménonite mondiale, un début presque entièrement européen, en 1925, à Bâle. Et puis, c'était après l'échec de la Première Guerre mondiale. Et on savait que quelque chose commençait à se passer en Allemagne. Et puis, des conférences ont continué à avoir lieu dans la période où Hitler était en train de prendre le pouvoir en Allemagne. Donc, il y a cet aspect de renouveau de liens. Et puis à l'histoire. Donc je ne sais pas si je parle un peu de l'histoire. On peut parler de ça. D'accord. Donc au XIXe siècle, en Europe, principalement en Allemagne, il y a un renouveau historiographique. Un regard nouveau sur l'anabaptisme, mais ce n'est pas des historiens ménonites. Hein. On peut parler de Max Weber, de Bernd Trelsch ou bien d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un regard nouveau et plus positif sur l'anabaptisme. Hein. Mais il y a une rencontre, parce qu'il y a une historiographie ménonite depuis les origines. Elle est plutôt privée, clandestine, des récits des martyrs, des recueils des chants, des textes manuscrits, des livres de piété, etc. Et ce regard historique avait un caractère apologétique, mais les deux se sont rencontrés. Et tous les Ménonites se trouvaient dans ces tensions entre l'acculturation et la séparation.
Et donc on a utilisé ce renouveau d'historiographie pour essayer de revenir aux sources du XVIe siècle. Et donc il y avait en Allemagne plusieurs historiens qui ont participé. Il y avait Pierre Sommer, on dit Pierre Sommer père, qui a étudié au Weierhof, où il y avait ce renouveau. Et pendant les premières décennies du XXe siècle, il y avait des articles presque dans tous les numéros de Christophe sur l'histoire ménonite. Et puis, il y a l'échec des 2 guerres mondiales. Les Ménonites avaient plus ou moins oublié la non-violence, mais la question est revenue après la Deuxième Guerre mondiale, en Amérique du Nord, en Europe. Et donc, il y avait des Américains qui sont venus en Europe étudier l'histoire et la théologie ménonite. Et ensemble, il y a la construction de cette identité qui, je dirais, qui voudrait une identité qui n'est pas marquée par, disons, on peut dire qu'il y a des Ménonites une identité ethnico-linguistique basée pour les plus conservateurs sur une manière de s'habiller, sur les dialectes, etc. Mais plutôt revenir à une identité qui est plus théologique et plus biblique. Et donc les sources du XVIe siècle ont été utilisées pour construire cette identité. Mais je dirais qu'il y a quand même une continuité, disons, dans tout cela. Mais il y aurait beaucoup plus à dire, mais je crois que Claude a probablement des choses à dire aussi. Donc centralité de l'histoire dans la constitution d'une identité commune. Et puis je pense que voilà, Claude peut peut-être rajouter un ou deux. Oui, nous sommes reconnaissants à des historiens d'avoir éclairé un petit peu plus cette constitution, cette mémoire d'une histoire. Il faut que vous sachiez, avec l'Association française d'histoire anabaptiste, la FAM, nous essayons de nous rendre compte de l'évolution de ce qui a été publié. Et effectivement, entre 1850 et 1910 à peu près, il n'y a plus eu de documents typiques de l'anabaptisme. Il y avait des choses du piétisme tardif et des éléments du réveil et des influences d'institutions plus évangéliques ou piétistes, comme Krishona, par exemple, ou plus tard Nogent, etc. Ceci est à dire, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine mémoire. Du côté de mon père, nous descendons d'une famille qui est restée de la descendance amish et qui a fait tout le chemin de la modernité depuis, qui ne sont pas partis avec les autres, sans doute parce qu'ils étaient un petit peu plus attachés à leur terre et à leurs biens. Les autres sont partis, il faut que vous vous mettiez à la place de ces communautés. Les plus déterminés sont partis. Ces communautés sont laissées là et ils se débrouillent avec ce qu'ils ont et ce qu'ils trouvent. Hein. C'est ça le passage du 19e siècle. Ceci, je voulais vous le dire, donc on est reconnaissant à des historiens, parmi certains qui sont ici, mais aussi Jean Segui, mais également James Steyer et Hans-Jürgen Goertz et d'autres qui ont éclairé un passé intéressant. Je voudrais dire qu'en postmodernité, nous nous retrouvons tous comme minoritaires, chrétiens minoritaires. On n'a pas trop l'habitude pour certains. Je me souviens de l'évêque catholique de Namur à qui un moine bénédictin a cassé les pieds en disant « Nous, on a exterminé les gens, on ne les a même pas renvoyés. Il faut qu'on demande pardon à des descendants. » Donc, ils m'ont appelé à Namur, à la cathédrale, et à la fin de la messe, l'évêque me dit « Apprenez-nous donc ce que ça veut dire d'être chrétien minoritaire dans un pays. » Nous sommes tous là, quand nous sommes dans la foi, et pas que historiens laïcs, devant ce défi. Et les convergences vont être assez fantastiques devant des gens qui sont déterminés à rester dans une vie paroissiale ou d'église, bien que le contexte ne les incite plus à le faire. Donc ils sont déjà plus des professants, et je suis curieux de voir ce que le futur va montrer. Je vous cite une sagesse amish. Si nous avions des parents parfaits,
nous n'aurions pas besoin de Dieu. Je crois qu'on va en rester là. Merci beaucoup à Neil Blue et à Claude Bécher. Merci pour votre présence nombreuse.